Deux invités avec nous. D'abord Pierre Canet, bonsoir. Bonsoir. Pierre Canet, vous êtes le responsable du programme Climat-Énergie du WWF France, c'est le Fonds mondial pour la nature. Et puis en duplex de Bruxelles avec nous, Arnaud Zacharie. Bonsoir Arnaud Zacharie. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du CNCD 11-11-11, une organisation belge qui regroupe près de 90 ONG, des syndicats ou des associations engagées dans la coopération. Pour résumer, la coopération, la solidarité Nord-Sud et le développement durable. Alors ma première question sera pour vous, Arnaud Zacharie. À quelles conditions, selon vous, la conférence de Paris pourra être considérée comme un succès ? Il y a deux grands objectifs à atteindre. Bon, d'abord, en termes de solidarité Nord-Sud, c'est l'alimentation d'un fonds vert pour le climat, un fonds vert pour financer l'adaptation au changement climatique dans les pays pauvres qui souffrent déjà aujourd'hui de l'impact des changements climatiques. Donc à Copenhague, les gouvernements s'étaient engagés à alimenter ce fonds à hauteur de 100 milliards de dollars à partir de 2020. Donc c'est le premier enjeu et c'est 100 milliards annuels. Donc il faut déjà penser à 2021, 2022, etc. Et puis le deuxième grand objectif, c'est évidemment la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour progressivement transiter vers une économie bas carbone et limiter le réchauffement global à 2 degrés, voire à 1,5 degré. Et clairement, avec les engagements qui sont sur la table aujourd'hui à la veille du début de la COP21, on n'y est pas. Donc même si tous les engagements étaient réalisés, le réchauffement global atteindrait 2,7 degrés. Et encore, c'est une fourchette basse parce qu'il y a toute une série d'engagements qui sont conditionnés. On pense par exemple à un pays comme l'Arabie Saoudite qui demande d'être indemnisé pour les pertes que ce pays enregistrerait suite au manque à gagner en termes d'exportation de pétrole. Si toutes ces conditions ne sont pas acceptées, eh bien, ce serait plutôt une augmentation du réchauffement global de 3,5 degrés, donc bien au-delà des 2 degrés fixés par le GIEC. Arnaud Zacharie, une économie décarbonée d'ici 2030, 2040, vous y croyez vraiment? C'est un objectif réalisable ou c'est un vœu pieux alors qu'il est? Non, c'est tout à fait réalisable et c'est d'ailleurs une opportunité. C'est clair que la question climatique est une contrainte économique, mais c'est aussi une opportunité. Il ne faut pas oublier que depuis 2008, on est dans une grave crise économique et qu'on n'arrive pas à en sortir. Si on veut en sortir par le haut, c'est justement par de nouvelles technologies, par de nouveaux marchés, de nouveaux emplois que pourrait créer cette transition socio-écologique. Vous avez parlé tout à l'heure d'une solidarité indispensable entre les pays développés et le Sud. Vous diriez que le climat et que la question des réfugiés, ce sont deux enjeux mondiaux intimement liés? Oui, très certainement. Il y a évidemment une injustice climatique, c'est-à-dire que ce sont les pays les plus pauvres qui polluent le moins, mais qui sont les principales victimes des changements climatiques. C'est évidemment le cas en Afrique subsaharienne, c'est aussi le cas au Moyen-Orient ou en Asie du Sud-Est, y compris dans le nord-est de la Syrie, dont on parle beaucoup dernièrement. Et puis, il ne faut pas oublier que quand on parle de transition énergétique et de sortir de notre dépendance envers le pétrole, c'est évidemment un objectif en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est un objectif environnemental, mais c'est aussi un objectif géostratégique, puisque parmi les incohérences qu'on a soulignées ces derniers jours, c'est évidemment les alliances douteuses que nos pays européens ont nouées avec des pétromonarchies qui soutiennent, voire livrent des armes aux terroristes djihadistes. On en a parlé déjà sur notre antenne. Vous restez avec nous, Arnaud Zacharie. Je donne la parole à Pierre Canet. Je rappelle que vous êtes Pierre Canet, donc le responsable du programme Climat-Énergie du WWF France. Pierre Canet, cette conférence de Paris, vous l'avez écrit, je crois, doit répondre à une urgence planétaire. Vous avez dit qu'on avait 5 à 10 ans pour réagir. Les délais sont très très courts. Oui, tout à fait. Car sur la base des contributions qui ont été remises pour la COP21, c'est-à-dire plus de 180 pays qui sont engagés sur le climat. 180 sur 196. Sur 195, et oui. Donc 183, c'est beaucoup. 95% des émissions mondiales qui sont couvertes par ces contributions. C'est déjà donc une mobilisation importante. Et donc on voit qu'effectivement, l'ambition n'est pas à la hauteur, mais la moitié du chemin a été fait par ces contributions et ces efforts, avec un déploiement important des énergies renouvelables dans certaines régions du monde, la démonstration faite que la transition énergétique est possible à moindre coût. Et puis, effectivement, Paris doit répondre à cette urgence climatique car l'accord de Paris entrera seulement en 2020. Alors,
pour pouvoir véritablement... Pour être clair pour ceux qui nous écoutent, l'accord de Paris va engager les parties, les participants, les 195 pays, de 2020 à 2030. De façon durable, ces prochaines décennies. Donc il y a bien l'idée que cet accord puisse durer après 2020. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit attendre 2020. Tout à fait, parce que les contributions qui sont remises pour 2025-2030, elles ne nous place pas sur la bonne trajectoire de réduction d'émissions. Et donc, pour y répondre, c'est dès 2016, après la COP21, que les pays doivent réfléchir collectivement comment rehausser le niveau d'ambition, rehausser, par exemple, les questions de renouvelables, d'efficacité énergétique ou de protection de la forêt. Ce qui veut dire que la question de l'accord contraignant ou non contraignant est véritablement fondamentale. Évidemment, si les accords ne sont pas contraignants, ça veut dire que les États peuvent ne pas tenir leurs promesses. Il faut que ces accords soient contraignants et vérifiables. Il faut surtout que les pays se contraignent à se réunir tous les 5 ans autour de périodes qui soient organisées pour prendre une trajectoire face à la science et l'équité, c'est-à-dire des évaluations qui sont demandées aussi à l'ensemble de la communauté internationale pour pouvoir tracer ce qui est fait et tracer ce qui doit être fait. Donc les politiques doivent être informés, les gouvernements, par ce travail scientifique face à la science et l'équité, bien sûr, car tous les pays ne peuvent être considérés au même plan. Nous avons effectivement un exercice de communication des contributions qui s'est fait. Maintenant, il y a la question de protéger les plus vulnérables aussi au changement climatique. Justement. Et donc on ne peut pas considérer les pays au même niveau. Vous dites que tous les pays ne doivent pas être considérés sur le même plan. Les pays en développement ont raison de dire qu'ils sont les premières victimes des changements climatiques. Alors effectivement, nous avons une responsabilité qui tient beaucoup aux pays développés, surtout par les engagements qu'ils ont pris par le passé et qui doivent être tenus. Je pense notamment aux 100 milliards d'ici à 2020. C'est une promesse, 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020. Cette promesse, elle a été faite en 2009, au sommet de Copenhague. Et donc, l'ensemble des chefs d'État qui se réunissent à Paris la semaine prochaine, c'est de se dire que, finalement, ils vont pouvoir répondre à cet engagement par des engagements concrets. Et pour l'instant, seule la moitié du chemin a été fait. Et surtout, dans ces financements, on voit qu'une grosse partie est allouée aux réductions d'émissions dans les pays en développement, mais pas sur l'adaptation. 16% seulement de ces financements vont à l'adaptation. Et donc ces pays en développement qui sont en première ligne avec les sécheresses, avec le climat qui met un frein à leur développement et à la lutte contre la pauvreté, eh bien, ne sont pas véritablement appuyés, notamment pour mettre en place des plans d'adaptation. On va rejoindre Arnaud Zacharie à Bruxelles. Arnaud Zacharie, on peut dire que les pays développés ont une véritable responsabilité historique vis-à-vis des pays en développement. Bon, ça c'est évident puisqu'on sait que les changements climatiques d'aujourd'hui sont provoqués par les émissions de gaz à effet de serre d'il y a plusieurs décennies et donc on sait que les pays développés occidentaux étaient les seuls pays qui avaient connu une révolution industrielle. Maintenant, le fait nouveau depuis Kyoto dans les années 90, c'est qu'on a une poignée de pays émergents mais qui sont aussi des poids lourds démographiques comme la Chine et comme l'Inde qui connaissent depuis plusieurs années une révolution industrielle et qui sont devenus de gros pollueurs. Donc quand on parle de pays en développement aujourd'hui, il faut distinguer les pays les plus pauvres d'Afrique et d'ailleurs qui ne sont pas du tout industrialisés, qui sont qui polluent très peu, voire pas du tout, et qui sont donc victimes de l'injustice climatique. Mais on a aussi toute une série de pays émergents qui doivent aujourd'hui prendre des engagements et qui ont d'ailleurs déposé des engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, même si en l'occurrence, que ce soit la Chine ou l'Inde, ce sont des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui vont débuter à partir de 2030, ce qui veut dire que d'ici 2030, leurs émissions vont continuer à croître. Ceci dit, la Chine et l'Inde sont effectivement devenus des très gros pollueurs, mais par tête d'habitant, ils sont 10 ou 15 fois moins pollueurs que les États-Unis encore aujourd'hui. Le cas de l'Inde est différent de celui de la Chine. La Chine, c'est 6 tonnes environ par habitant, c'est équivaut aux têtes européennes notamment, aux émissions européennes par tête. La question, c'est de savoir comment ces pays vont pouvoir participer également à la solidarité. Et la Chine a démontré qu'elle était prête à le faire. Elle a annoncé en septembre 3,1 milliards d'aides envers les pays en développement pour justement les aider. Il y a un vrai changement de la politique chinoise en matière d'environnement. Vraiment, c'est pas de l'affichage, de la communication. Non, c'est un changement important parce que ça concerne d'abord les Chinois. Ça concerne tout d'abord la santé publique chinoise, ça concerne leur développement, ça concerne également leur économie dans le monde parce que en se positionnant sur les renouvelables avec une baisse des coûts de production, eh bien la Chine pourra exporter ses renouvelables et se place en leader mondial. C'est donc un enjeu commercial pour ce pays également. Arnaud Zacharie, vous diriez aussi que nous sommes vraiment à une période stratégique, charnière, ça passe ou ça casse, c'est maintenant qu'il faut agir? Oui, tout à fait, autrement on va tomber dans un vide juridique, dans le
le cadre post-Kyoto, mais ceci dit, comme ça vient d'être dit, il y a un enjeu fondamental. Il ne faut pas uniquement percevoir les questions environnementales comme une contrainte, mais aussi comme une opportunité. Et c'est clair que un pays comme la Chine investit massivement dans les technologies vertes, d'abord parce que la Chine elle-même est victime du changement climatique. Il suffit de voir ce qui se passe en matière de smog, par exemple, dans les grandes villes chinoises. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'était alerte orange, je crois, à Pékin et à Shanghai à cause de la pollution. Exactement, donc il y a cet enjeu interne, mais aussi cet enjeu géostratégique. S'il y a une transition de l'économie vers une économie bas carbone, c'est clair que ceux qui vont investir en premier le plus massivement vont avoir un avantage par rapport aux autres pays pour justement exploiter ces nouveaux marchés. On a quand même l'impression que les dérèglements climatiques, les questions du climat d'une manière générale, ce sont des questions de long terme, que les politiques se positionnent souvent à court terme. Il y a là parfois une contradiction qui est difficile à résoudre et c'est ça un peu le cœur du problème, non? Non. Question à tous les deux. Zachary, puis on terminera par vous. Oui, donc c'est clair que là, il y a un décalage entre le temps court de la démocratie et le temps long de la transition socio-écologique et surtout on demande à des décideurs politiques de prendre des décisions qui vont surtout avoir un impact pour les générations futures dans plusieurs années, voire plusieurs décennies. Donc ce décalage, c'est clairement un frein à des décisions politiques suffisamment ambitieuses. Pierre Canet, vous n'aviez pas l'air tout à fait d'accord? Non, c'est pas une contradiction parce que, si vous voulez, les politiques qui sont quand même face aussi maintenant à l'urgence climatique dans beaucoup de pays. Lorsque vous voyez les États-Unis balayés par Sandy, la tempête, avec des dizaines de milliards qui ont été engagés pour reconstruire l'Est des États-Unis, le président Obama a considéré qu'effectivement c'était une urgence. Les opinions publiques font pression beaucoup plus qu'avant. Tout à fait. Et donc le dérèglement climatique est bien là. C'est donc à court terme qu'il faut déjà s'engager. Et puis, si vous avez ce long terme, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que même les décideurs politiques n'avaient pas le long terme en ligne de mire. Merci à tous les deux. Merci Arnaud Zachary, merci Pierre Canet d'être venu parler de cette COP21. Merci à vous.